bonjour à toutes et tous. Veuillez nous excuser de ce petit retard d'une dizaine de minutes, mais qui ne devrait absolument pas porter préjudice à nos échanges, puisque nous avons presque une douzaine d'heures pour pouvoir discuter de ces sujets qui, à mon sens, sont d'abord tout à fait actuels et en plus absolument passionnants en termes d'enjeux, de géopolitique, d'économie, de stratégie, d'éducation, avec bien évidemment aussi des enjeux j'allais dire, de stratégie de puissance également. Donc pour cette table ronde, on avait prévu un panel avec justement une vision européenne et puis des acteurs de terrain qui eux aussi, vous allez le voir, ont les pieds ancrés dans l'Europe. Donc le premier intervenant qui aurait dû faire sa présentation, c'est Monsieur Moritz Körner, qui est député européen, donc allemand et engagé sur ces questions de souveraineté. Malheureusement, Monsieur Körner a dû annuler parce que en fait, il est assez malade. Il a chopé un truc que beaucoup de gens ont eu ces temps-ci. Et ça nous rappelle que même double vacciné, en fait, comme disait ma grand-mère, on n'est pas le cul sorti des ronces. Donc faites attention à vous en tout état de cause. Voilà, donc malheureusement il ne sera pas là parce que son état de santé ne le permet pas. Il vous prie, donc il m'a demandé de vous transmettre ses profonds regrets et ses excuses de ne pas pouvoir être présent parce que la table ronde l'intéressait beaucoup. Donc on aura finalement plus de temps pour échanger aussi, puisqu'il aurait dû intervenir par visio. Et donc finalement, on va se rabattre sur un format un petit peu plus réduit en termes d'intervenants, parce qu'il est toujours difficile la veille pour le lendemain de trouver quelqu'un. Mais en tout état de cause, je pense qu'on aura, j'allais dire, matière à réflexion avec nos deux intervenants restants qui, eux, sont en parfaite santé. Donc Jean-Paul Smets, jusqu'à preuve du contraire, et Stéphane Fermigier. Donc je vais les présenter rapidement et ils compléteront si j'en ai oublié. Ma présentation sera restreinte au sujet qui nous occupe. Si vous cherchez un peu tout ce qu'ils ont pu faire, c'est assez impressionnant. Donc Stéphane Fermigier est un entrepreneur du monde du numérique, donc entrepreneur français, un promoteur du logiciel libre depuis des décennies. Donc effectivement, il a fait l'école normale supérieure de Paris, il a obtenu un doctorat de mathématiques, donc au niveau du fondement scientifique, c'est quand même pas mal. Et donc à partir de là, il a commencé une vie de serial entrepreneur, en ayant créé d'abord une entreprise qui s'appelle Nuxeo, dont les produits existent toujours, donc Nuxeo qui s'occupait de gestion électronique de documents, et puis maintenant Abilian. Et donc, il a été également, sur le volet de l'activisme, le cofondateur d'un certain nombre d'organisations donc dédiées à la promotion de l'écosystème libre en France et en Europe. On peut citer l'AFUL, l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres, le CNLL, donc le Conseil national du logiciel libre, qui est co-organisateur de cette manifestation, et Euclidia, dont il nous parlera également, et il ne serait pas le seul. Jean-Paul Smets, pour sa part, lui aussi est un innovateur et entrepreneur en série. Donc, il a été le fondateur de Nexedi, qui est un des principaux éditeurs européens de logiciels libres, en éditant donc dès 2001 le produit ERP5, donc effectivement un produit donc de précurseur en la matière sur la gestion des flux d'informations d'entreprise. L'un des créateurs de ce qu'on appelle en anglais le edge computing, l'informatique sur les bords, avec le produit SlapOS. Là, c'était en 2009. Il est aussi donc actuellement le PDG de RapidSpace, qui est un opérateur de cloud totalement ouvert avec logiciel libre, matériel libre, procédure d'exploitation libre, donc présent sur 240 sites, y compris en Chine, à Taïwan et au Japon. Donc c'est assez intéressant effectivement quand on parle de souveraineté de voir également la question de la territorialité des lois. Et ça peut être un sujet qu'on peut aborder dans le cadre de cette table ronde, puisque finalement on le voit actuellement en particulier un sujet très actuel suite au jugement Schrems II de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis donc, il est également le vice-président d'Euclidia, on en reparle, donc l'Alliance européenne des industriels de l'infonuage, une association d'industriels européens donc, qui propose au gouvernement ou opérateurs toutes les technologies pour monter son propre nuage informatique souverain. Voilà, donc vous voyez, on a des intervenants qui sont à la fois extrêmement versés dans le domaine technique, puisqu'ils ont créé des solutions
eux-mêmes et avec leurs collaborateurs, et très engagés sur le versant politique, avec une vision stratégique, et c'est ce qu'on compte bien aussi arpenter pendant ces 2 heures, c'est discuter des aspects également juridiques et stratégiques. Donc on va commencer par une séance de présentation, chacun donc aura la parole pour présenter son point de vue, et ce sera matière à poser un certain nombre de questions. Alors j'en ai quelques-unes en stock, mais puisqu'on a du temps, n'hésitez pas, on est là pour échanger. Hein. Le format du Beboost, c'est un format qui est là aussi très collaboratif. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, à la poser, et on en débattra ensemble. Je ferai circuler le micro puisqu'il y a une captation qui est faite des interventions. Donc voilà, bah écoutez, Stéphane, c'est toi qui as la présentation qui est... C'est la présentation de Jean-Paul. Bah, dans ce cas-là, c'est Jean-Paul qui commence alors. Vous... Eh ben tu vas, tiens, regarde, tu as un micro devant toi, et je te cède la parole. Merci. Donc, en matière de souveraineté dans le cloud, il y a une chose importante dont il faut se souvenir, une des seules, c'est que toutes les technologies existent en Europe, absolument toutes. Et c'est très important de savoir parce que souvent on entend le contraire ou on a des gens qui nous expliquent qu'il n'y avait rien, que ça n'existait pas, qu'on était en retard. Non, tout existe et souvent c'est en Europe que les choses ont été inventées. Donc là, je crois que j'ai 10 minutes, c'est ça? Oui, mais un peu plus, puisque Mais je le vais... reporter n'est pas là. Donc, Voilà, mais je vais... Donc on a créé une association qui s'appelle... Alors, c'est pas une association, c'est une alliance, une association de fait, pas de structure légale pour l'instant. Elle est portée par des associations existantes, ça nous évite de dépenser en bureaucratie pour rien. Donc, c'était pas nécessaire. Ça s'appelle Euclidia, c'est le petit logo qui est là. Et dans Euclidia, aujourd'hui, on est une trentaine d'industriels européens du cloud. Donc un industriel du cloud est un opérateur de cloud, ce qu'un équipementier de télécom est un opérateur de télécom. Équipementier de télécom, Nokia, Ericsson, Huawei. Industriel du cloud, on va en prendre au hasard, Jamespot, Patrol, OpenSVC, c'est des exemples. Donc de la même façon qu'on ne connaît pas forcément qui sont les équipementiers de télécom, si je vous parle par exemple de Sunwave ou de AW2S, AW2S Société Bordelaise, vous ne savez pas forcément que c'est un fabricant d'amplificateurs radio pour les réseaux 4G, 5G qui exporte un peu partout dans le monde. Donc les opérateurs de télécom sont plus connus du grand public que les équipementiers de télécom. Donc de la même façon, les opérateurs de cloud sont plus connus du grand public souvent que les industriels du cloud. Et donc ce que l'on a en Europe, ce sont des industriels du cloud qui ont toutes les technologies. Donc là, il y en a, on est en train de les recenser, il y en a plus d'une centaine. Par exemple, vous avez quelqu'un qui s'appelle Clever Cloud, qui est à Nantes, qui est à la fois industriel du cloud et fournisseur de cloud, et qui fabrique de nombreux logiciels en Rust pour en fait fabriquer un service de plateforme as a service. Vous avez par exemple, qui est-ce qui intéresse, voilà, Atem, qui est également à Rennes, qui fabrique des technologies de diffusion de streaming vidéo et qui est une société qui grossit à très grande vitesse. Scaleway, qu'on connaît comme fournisseur de cloud, est également industriel puisqu'il fabrique du matériel et du logiciel pour créer un stockage glacier S3. Et donc, par exemple, Signal 18 est très intéressant. Il fabrique un logiciel qui sert à faire un service de cloud de base de données résilient et en haute disponibilité. C'est quand vous voulez avoir des clusters de bases de données sur plusieurs sites correctement synchronisés, configurés, qui redémarrent automatiquement quand l'un est en panne, qui switch d'un site à l'autre et que vous voulez pour faire un service de cloud de base de données. Le composant fondamental qui est un orchestrateur spécialisé de base de données, c'est Signal 18 qui fait ça. Et on pourrait continuer comme ça, on en a plus de 100. Et donc on a besoin en réalité en Europe de personnes pour créer
un cloud public ou un cloud gouvernemental. Il suffit d'aller se fournir chez les bonnes personnes. Et souvent, c'est du logiciel libre. Donc, ma société RapidSpace, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher tous les logiciels libres européens pour créer un cloud sur la base de logiciels libres, de matériel libre, et on a publié la recette, donc les processus d'exploitation, pour permettre à tout le monde de copier ce cloud. L'idée étant de prouver que c'était possible à 3 personnes en un an, et aujourd'hui on est dans 11 pays, 240 sites, même en Chine où personne n'a le droit d'aller. Donc tout existe et c'est facile à assembler pour créer un cloud. Bon, j'ai une chose, à condition de ne pas utiliser OpenStack ou Kubernetes. C'est la seule chose importante à savoir. Si vous choisissez souvent les logiciels les plus connus dans ce genre-là, vous vous plantez. Alors maintenant, tout existe, mais on va passer à la slide suivante. J'espère que ça marche. Comment ça marche? Non. À gauche. Ah, voilà, c'est dans l'autre sens. Ah oui, il faut le tenir comme ça alors. C'est ça. Donc en fait, je vais vous parler un peu de cinéma. Donc le cinéma, c'est une invention française, donc des frères Lumière. Et le premier film de science-fiction, c'est Méliès en 1902. Et on sait que ça a été inventé en France et on a des ministres et des gouvernements qui soutiennent l'industrie du cinéma depuis très longtemps. Donc on peut penser à la commission d'avance sur recette de Malraux, qui a donné à terme le CNC, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, vous arrivez à trouver facilement des financements en France quand vous voulez produire un film. Si vous regardez les pays européens qui ont eu par exemple des très très belles industries du cinéma comme l'Italie avec la Cinecittà et qui était quelque chose d'absolument fantastique, eh bien l'Italie à une époque a complètement perdu son industrie du cinéma parce qu'elle n'avait plus ce système en fait de financement ou d'aide d'État au cinéma. Donc on voit en fait qu'en France on a des aides d'État pour l'industrie du cinéma depuis longtemps et des ministres qui se félicitent du fait que la France est le deuxième exportateur mondial de films, avec toutes sortes de commentaires plus positifs et laudateurs les uns que les autres. Et donc le cinéma, c'est une affaire qui marche, et personne ne peut se présenter à une élection présidentielle sans le soutien de l'industrie du cinéma. Plus exactement, quelqu'un qui dirait qu'il va... Imaginez que les films américains sont les meilleurs, qu'on est en retard en matière de cinéma, et que de toute façon, il vaut mieux commencer par distribuer les films américains, le temps d'apprendre à faire des films nous-mêmes et d'avoir des bons acteurs. Un homme politique ou un fonctionnaire qui dirait ça aurait beaucoup de mal à poursuivre sa carrière. Donc, on regarde le chapitre suivant, parce qu'en fait, c'est bizarre, on a tout en Europe, mais apparemment, on ne s'en sert pas. Hier encore, au Sénat, réponse à Catherine Morin-Desailly du secrétaire d'État, personne n'utilise de VM faite en France. On a quand même fait QEMU en France. Il y a quelques jours, le président lui-même, dans 5 ans, on ne sera pas souverain parce qu'on a déjà trop de retard. Moi, j'ai des fournisseurs américains de cloud qui viennent me voir pour du edge computing et de la 5G, parce qu'on est en avance. Donc, est-ce que ça marche? Comment ça marche, ce truc? Voilà. Donc, en fait... Ah, pardon. Je reprends là, en fait, la même chose pour le cinéma. L'invention de l'idée même du cloud, c'est-à-dire l'automatisation de la gestion de l'exploitation de services informatiques. Mettre au chômage tous les administrateurs système pour les remplacer par des logiciels qui font le travail d'administrateurs système. Le cloud, c'est ça fondamentalement. C'est comme la mécanisation de l'agriculture, c'est comme la robotisation dans les usines, c'est comme les ERP pour la comptabilité, c'est une machine à supprimer les services d'exploitation et les administrateurs système. C'est pour ça que quand vous demandez à un service d'exploitation de vous créer un cloud, vous n'avez jamais un cloud à la fin.
Et donc c'est ça, c'est la fin du travail, il faut savoir que c'est ça. Et donc l'invention, c'est 91, Mark Burgess, c'est un Anglais qui habite en Norvège, qui a dit qu'en fait, quand on met plein d'ordinateurs les uns à côté des autres, ça ressemble plus à un gaz. Il y a d'autres gens qui disent à un être vivant. Et donc ça ne se traite pas avec des programmes classiques, mais avec des programmes qui auto-réparent et font converger des systèmes un peu gazeux vers un état stable. Et il a créé CF Engine, qui a été ensuite utilisé par Facebook pour automatiser toute son infrastructure mondiale avec seulement quelques personnes. Camp, c'est l'inventeur des containers, également en 99, les jails dans BSD. Bellard a créé QEMU en 2003, donc c'est la VM française. Garnier, c'est en 2004 qu'il a fait le service de cloud collaboratif, c'est quand même il y a très longtemps, un workspace, le genre de choses qu'aujourd'hui certains vont chercher chez Microsoft. Et Duncan, en 2005, a fait avec Zimkey le premier platform as a service. Donc on voit, il y a 16 ans, il y a 20 ans, des inventions en Europe, mais on se demande, en fait, c'est absolument génial, parce que les gens qui utilisent des containers depuis peu de temps, en réalité, ou on entend parler dans les DSI depuis seulement quelques années, mais ça date de 99. Et en face de ça, on a eu un premier projet en 2009, Andromède, du temps de Fillon Premier ministre. Donc, les errements gouvernementaux ne sont pas liés à droite, gauche, centre, c'est une constante. Il n'y a pas vraiment d'impact du bord politique. 2009, Andromède et Gandhi, qui avait un cloud, se plaint que Thales vient lui débaucher ses ingénieurs. Qu'a voulu faire Thales, plutôt que d'utiliser le cloud de Gandhi, qui à l'époque était pas mal déjà, il y avait également le cloud de Yellow, qui s'appelait Nifty Name, qui était très développé, se sont mis à prendre un produit américain qui ne marchait pas et qui était à peine sorti des limbes, OpenStack. Il y a eu entre 100 et 200 millions d'euros de dépensés pour aboutir à rien. Et à la fin, Orange qui va acheter à Huawei une version redéveloppée à partir de zéro d'OpenStack par les ingénieurs de Huawei en Chine. Et donc Andromède, c'est le gouvernement français met de l'argent chez Orange, Thales, à l'époque Bull, SFR, pour favoriser avec de l'argent public les concurrents américains puis chinois des industriels européens du cloud qui avaient des solutions déjà déployées. 2018, Enkens, DSI chez Airbus, explique qu'il n'y a rien de mieux que Google Cloud. Bon, là, vous pourriez imaginer dans le cinéma le patron je ne sais plus si Gaumont et UGC ont fusionné ou non. Donc, patron de Gaumont qui dirait il n'y a rien de mieux que le film américain. Alors, 2018, Poupart, le patron de l'ANSSI, et c'est quelque chose de très important pour comprendre l'effet délétère de l'ANSSI sur l'écosystème européen des PME du logiciel. Effet terriblement délétère. Poupart écrit en toute objectivité, il dit, pardon, devant les députés, en toute objectivité, le développement logiciel n'est pas le point fort de la France et ne l'a jamais été. Et je peux vous dire qu'il a dit autre chose récemment, que oui, il est impossible à une start-up française ou à une PME d'espérer avoir Secnum Cloud. Vous savez, la qualification obligatoire pour, par exemple, avoir le marché d'hébergement web du Premier ministre. On l'a eu. Il y a une boîte française qui est Secnum Cloud. Sur des technologies non européennes, et ce n'est pas une petite entreprise. Les Secnum Cloud, c'est OVH avec du VMware, Dassault Outscale avec du Cisco. Il y a également TinaOS, mais on ne sait pas exactement ce que c'est derrière Outscale. Ça sera intéressant d'ailleurs d'en savoir plus. Mais vous n'avez pas, par exemple, les gens qui prennent du XCPNG. Vous n'avez pas, dans les gens Secnum Cloud, les gens qui utilisent Proxmox. Vous n'avez pas Gandhi, qui a fait sa propre infrastructure en Secnum Cloud. Et Poupart dit lui-même, impossible.
Et si vous allez voir par exemple des gens qui vendent du platform as a service, comme pour avoir Secnum Cloud, il faut faire la qualification pour chaque service un par un. Si jamais vous en avez 200, par exemple à AWS c'est 200 services. 200 services, il faut 2 hommes-années par service pour avoir cette qualification. Vous avez dépensé 400 hommes-années. Donc on a l'ANSSI qui finalement dénigre d'une part les industriels européens des technologies du cloud dès 2018 et qui d'autre part a un discours où ils assument mettre en place des qualifications qui barrent l'accès au marché public pour les PME industrielles du cloud européenne. Et puis on a donc notre ministre de l'économie qui explique que les Américains sont les meilleurs. Donc c'est très différent de l'industrie du cinéma. Vous imaginez le ministre de la Culture qui dit que Hollywood, il n'y a rien de mieux, que le responsable d'une direction du ministère de la Culture qui explique qu'il n'y a pas de bons acteurs en France. Voilà en fait l'état où on en est. Et si on veut se poser la question de pourquoi en est-on aujourd'hui à ce stade en termes de souveraineté sur le cloud, on y est parce qu'en fait, on a tout d'un pays colonisé. Alors la colonisation, ça se reconnaît, il suffit de voyager en Afrique, et voilà comment on la reconnaît. Vous allez en Afrique, donc par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous rencontrez un ingénieur sénégalais qui fait un superbe firewall. Alors c'est une histoire vraie, vers 2000, un des firewalls qui marchait sous Mandriva ou Mandrake était fait par un Sénégalais à Dakar. Excellent. Et vous regardez ce que pensent les gens au niveau du gouvernement sénégalais. Et vous dites, c'est un fou, c'est pas sérieux, son entreprise est trop petite. Nous, on va acheter aux Français. Puis ils font un marché public. Et le marché public au Sénégal, pour acheter quelque chose, demande aucun papier aux Français qui vient vendre au Sénégal en termes de paiement de l'impôt, de paiement des charges sociales. Mais la boîte sénégalaise, elle doit donner beaucoup de preuves de paiement de l'impôt, etc. Vous regardez les marchés publics français dans le domaine du cloud, c'est la même chose que ce que je raconte à propos du Sénégal. Et donc la colonisation, en fait, on la reconnaît quand en fait l'élite d'un pays n'arrive plus à reconnaître les talents de son pays. C'est ça le point clé. Et donc aujourd'hui, pour espérer devenir souverain en matière de cloud, la première bataille, c'est de faire en sorte que notre élite reconnaisse nos talents. Peut-être qu'après, on pourra en fait progresser. Merci beaucoup. J'aurai bien sûr quelques questions à l'issue de ta présentation. On va laisser la parole à Stéphane Fermigier pour autant, pour pouvoir poser, voilà, mais ça va se faire tout seul, magiquement. Tu vois, c'est quoi ce symbole ? Tiens, tu as la zapette à ta main. J'ai pas de slide. C'est bon. Ok, donc moi, je vais également intervenir sur le même sujet avec une perspective légèrement différente. Il s'agit de donner un résumé des principaux arguments qu'on peut avoir et qu'on a eu depuis, je dirais à la fois ces dernières années, depuis qu'on parle de souveraineté numérique, mais je dirais même que la notion de souveraineté numérique, avant même qu'on sache que ça existe, nous, communauté du libre, on y pensait. Je pense que le libre, l'une des valeurs ou l'un des fondements du libre, c'est cette idée de garder le contrôle, c'est cette idée d'autonomie, autonomie stratégique. Alors on utilise effectivement autonomie stratégique comme un synonyme de souveraineté numérique, et c'est peut-être une expression aussi qui peut passer mieux dans par rapport à certains interlocuteurs. La bataille pour la souveraineté numérique, elle est mondiale. Chaque entité a certainement des intentions dans ce domaine, et elle est
pour nous, Français, elle est à la fois au niveau français et au niveau européen. On a cette particularité qu'une partie des décisions politiques se font en France, une partie se fait en partenariat avec les autres pays et le Parlement européen. Et donc, il est important d'avoir une vision à la fois locale et à la fois plus au niveau du continent. Alors, je vais me baser sur dans le slide suivant, ouais, voilà, comme ça. Tac, c'est pas ça. Ah, c'est pas les bons. Oups. What? C'est pas les bons slides. Pas possible. Ah merde, j'ai pas envoyé les bons. Qu'est-ce que je fais? Non, mais si, il y a des. Normalement, il doit y avoir. Mais alors, je sais plus ce que j'ai envoyé. Excusez-moi. Comment on peut régler ça? Tu le renvoies pendant ce temps-là. Même j'ai pas de réseau. Alors, Tiens, prends mon réseau. Ouais. Attends, merde. Très bonne question. Alors moi, par rapport à ce qu'a dit Jean-Paul Smet, donc tu dis effectivement, il ne faut pas choisir OpenStack, il ne faut pas choisir Kubernetes. Ok. Alors moi, ça me rappelle finalement la logique du DSI qui ne veut pas se faire virer. La mentalité du DSI, c'est on ne pourra jamais m'accuser de choisir le leader du marché. Si je prends le leader du marché et que ça foire, eh ben, c'est pas grave. On dira qu'il y a eu un problème qui n'est pas de mon ressort et c'est les ingénieurs de la boîte qui sont merdeux. Alors que si je choisis une solution innovante et si jamais ça ne marche pas, on me reprochera d'avoir mis en danger la vie de l'entreprise pour des choix, j'allais dire, d'aventuriers. Et donc, effectivement, j'aurai des soucis. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Et on le voit bien au niveau des politiques, c'est finalement la même chose. C'est vrai. Donc d'abord, ce que tu dis, François, est exact. Donc, on commence par le cas où il y a maintenant 12 ans de recul, OpenStack. Tout le CAC 40 a voulu le déployer. Il y a plus de 60% d'échecs. Les intégrateurs de logiciels libres se sont fait beaucoup d'argent avec des projets. Puis à la fin, on voit ces boîtes du CAC 40 migrer vers Amazon ou Google ou Azure. Et ce qui est encore plus génial, c'est en fait j'ai participé un jour à une séance marketing chez Amazon qui vendait de l'Amazon AWS à un DSI du CAC 40. Et l'un des arguments, c'était regardez, le libre ne marche pas, regardez OpenStack. Donc l'échec d'OpenStack, c'était une façon pour AWS de vendre, disons, de vendre de l'AWS. Et cette entreprise a décidé, au bout de 2 ans après en fait, cette séance marketing avec Amazon, de passer chez les fournisseurs américains de cloud. Et quand je suis allé les voir, j'ai dit, vous savez, nous on a une solution 10 fois moins chère, qu'on a déjà déployée chez vous, vous avez pu constater que ça marchait, et elle a toutes sortes d'avantages. Et la réponse est, quel que soit le prix, quels que soient vos avantages, et quelles que soient les preuves que vous avez faites chez nous sur le terrain, nous ne voulons pas autre chose désormais que AWS, Azure et Google. Donc grand DSI du CAC 40. Donc ça, c'est juste pour dire à quel point ce que dit François est exact. C'est non seulement, disons, ils savent qu'il y a d'autres solutions qui fonctionnent et qui ont fonctionné chez eux, et ils s'organiseront pour ne pas les utiliser. Voilà. Donc, pour répondre à ça, la façon de... donc, ce que j'envisage, la première étape, ça a été de créer RapidSpace. Pour passer du stade à il y a un logiciel qui fonctionne, au stade il y a un service de cloud qui fonctionne. Si vous prouvez déjà que vous êtes capable de faire tourner un service de cloud complet avec des logiciels libres et du matériel libre, au moins vous avez prouvé que ça marche et vous supprimez le problème où le client passe par un intégrateur, fait une intégration OpenStack et se plante. Là, il y a un service de référence. Et la deuxième étape, je pense hélas que ça sera de trouver des très très gros investisseurs, simplement pour dire, regardez, on a autant de capital que les autres. Et aujourd'hui, donc, certains groupes européens sont en train d'accumuler des
capitaux de l'ordre du milliard d'euros ou plus pour en fait prouver qu'ils sont au même niveau que les autres. Et ça devient alors, disons, l'argument de vente devient j'ai autant de capital ou j'ai assez de capital. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas énormément de capitaux dans les entreprises, dans les fournisseurs de cloud européens, ou tant qu'on n'aura pas eu des incidents majeurs chez les hyperscalers américains, on aura du mal. Ok, désolé pour l'incident. Donc je reprends le fil de ma présentation. L'idée, c'était de donner déjà un tableau de l'open source, de la filière de l'open source, car forcément, pour atteindre cette souveraineté numérique, et l'un des arguments sur lequel on essaye de se battre, c'est de dire que le logiciel libre ou l'open source en tant que tel, ça ne suffit pas. Il faut une industrie, il faut des entreprises, il faut des spécialistes, que ce soit au sein, bien sûr, des administrations, mais aussi en tant que fournisseur. Il faut un écosystème riche, des universitaires, bien sûr, des chercheurs, mais il y a tout un écosystème. Nous, en tant que CLL, on représente principalement l'écosystème des entreprises. Donc, effectivement, le point de vue que je présente, c'est plus celui des entreprises, mais en ayant conscience qu'on s'insère dans un écosystème plus large. Alors, le CNLL, donc, qui est l'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert en France, association qui existe depuis une dizaine d'années, qui représente environ 300 entreprises et qui publie chaque année, ou presque, une étude, des études sur des sujets différents, mais la dernière, qui est sortie en juin dernier, qui a été réalisé par Lancelot Péquet, donc Lancelot qui est au fond de la salle et qui interviendra sur un autre sujet cet après-midi, et qui a fait une magnifique étude sur plusieurs sujets. Alors le premier sujet qui est présenté sur ce slide, c'est un peu le dynamisme de l'écosystème français du logiciel libre, sachant qu'on a, on verra les équivalents européens dans un instant. Donc on voit qu'il y a une croissance. On voit, alors la croissance, elle est de... alors non, on n'a pas la croissance là, mais on a un portrait, je dirais, de cet écosystème d'entreprises, avec des entreprises qui sont déjà en moyenne, enfin pour un âge médian d'une dizaine d'années, donc une certaine maturité. On n'est pas sur une émergence d'une nouvelle industrie, on est sur une industrie qui existe, qui est là, qui a développé, comme l'évoquait Jean-Paul, dans un grand nombre de domaines, des solutions. Et la question qui viendra ensuite, c'est pourquoi ces solutions ont autant de mal à s'imposer sur certains marchés, notamment sur les marchés français. On voit que c'était un peu ce qu'évoquait Jean-Paul, la très grande majorité des entreprises qui ont répondu au questionnaire, 85%, sont des TPE et des PME. Donc on a une filière qui est composée vraiment très très majoritairement de petites entreprises, et peut-être que l'un des soucis, c'est effectivement ce facteur de taille. Alors il n'est pas spécifique à la filière du logiciel libre, même si il en est quand même une caractéristique forte. Et il faut bien sûr que la commande publique s'adapte. Que ce soit la commande publique ou les grands groupes français, on sait qu'il y a un certain nombre de blocages, un certain nombre de réticences à passer des contrats avec ce qu'ils jugent être des entreprises trop petites. Alors, il y a une évolution, le deuxième point, c'est qu'il y a une évolution des business models dans cette filière. Oui, voilà. Il y a une évolution des business models, et le logiciel libre, dans l'esprit de très nombreuses personnes, y compris des décideurs, c'est associé à la notion de service. Or, on constate au sein de notre filière que la notion d'édition logicielle, les modèles d'édition, qu'ils soient de l'édition traditionnelle ou qu'ils soient de logiciels libres, donc avec des mécanismes d'abonnement par exemple, ou que ce soit du cloud, ce sont les modèles qui évoluent le plus vite, qui progressent le plus vite. Donc près de la moitié des entreprises de la filière ont déjà adopté soit le modèle de payage, de paiement à l'usage, et 40% ont adopté un modèle de souscription. Donc on est loin d'avoir que des SS2I dans la filière du logiciel libre. Slide suivant. Alors maintenant, la comparaison de la France avec l'Europe. C'est vrai que tous les pays européens ne sont pas aussi avancés.
On a une bonne raison de s'enorgueillir. En France, on est les numéros 1 d'après une autre étude qui est à peine plus ancienne et qui est tout à fait sérieuse, de PAC. La France légèrement devant l'Allemagne, légèrement devant le Royaume-Uni, qui faisait encore partie de l'Europe à l'époque. Et les autres pays, effectivement, pris ensemble, ça fait plus, mais chaque pays individuellement est beaucoup moins important en termes de chiffre d'affaires. Donc on a ce marché français qui existe, qui s'est développé grâce à un certain nombre de pionniers, que ce soit au sein des utilisateurs, et y compris au sein de l'administration, et bien sûr des pionniers aussi dans les entreprises qui ont monté des business. Certains ont réussi, certains ont eu des aléas, mais il y a beaucoup d'entreprises de nos jours, du logiciel libre, qui ont plus de 10 ans, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque l'âge médian, donc il y en a la moitié qui ont plus de 10 ans, puisque l'âge médian est d'une dizaine d'années. Donc la France numéro 1, on pourrait se dire que M. O, M. Le Maire, M. Macron et plein d'autres, ils devraient être là à proclamer, oui, la France numéro 1, on est trop fiers, c'est grâce à nous, etc. Même si à la limite, nous, ils peuvent le dire. Ils pourraient le dire si c'est grâce à nous. Nous, on rigolerait peut-être un petit peu doucement dans notre coin, mais au moins, on serait content que... Voilà, qu'on nous valorise, qu'on valorise la filière, qu'on valorise tous les acteurs du logiciel libre, y compris dans tous les domaines. Hein. C'est pas ce qui arrive, comme l'a fait remarquer Jean-Paul avec les citations un peu catastrophiques de tout à l'heure. Alors, voilà, slide suivant. Alors, il y a donc une étude qui a été comme... Alors, tout n'est pas complètement noir. Il y a une étude de la Commission européenne qui est parue en septembre dernier. Bon, là, j'ai mis les principales conclusions qui étaient déjà connues en mai dernier. L'étude, elle fait 390 pages. J'en recommande la lecture à tous ceux qui ont du mal à s'endormir. Mais en vrai, elle est riche. Hein, elle est très riche d'enseignements. On est obligé de n'en citer que les conclusions et de ne citer que les conclusions finalement dont on espère qu'elles peuvent impressionner nos interlocuteurs. Donc la conclusion principale, c'est que si on investissait plus sur le logiciel libre en Europe, on arriverait à créer des 100 millions peut-être de PIB annuel. En plus, bon, c'est des 100 milliards, oui, billion, bien sûr, 100 milliards, 100 millions. Pocket money, comme... Non. Qu'on arriverait à créer des milliers de nouvelles startups, hein, et bien sûr qu'on éviterait les problèmes de lock-in, de verrouillage par un certain nombre de fournisseurs qui sont au final l'une des questions clés du débat sur la souveraineté numérique. Donc cette étude, on pense qu'elle va être utile au débat. Elle vient de la Commission européenne, enfin en tout cas elle a été commandée par la Commission européenne, elle a été validée par la Commission européenne. C'est pas un petit... voilà, c'est quand même du sérieux. Il y a un certain nombre de recommandations dans cette étude, mais je vais plutôt aller dans quelques slides suivants, sur d'autres mes recommandations personnelles. Alors déjà, un autre élément de cette étude, c'est un peu le tableau d'honneur des pays les plus dynamiques et les moins dynamiques, à la fois en Europe et dans le monde. Alors, il n'y a pas tous les pays, évidemment, mais ils ont fait un petit classement des politiques publiques. Alors, à première vue, on pourrait se dire, la France est plutôt pas trop mal placée. Hein. Il y a du vert sur la partie dimension secteur public. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Policy existence, est-ce qu'il existe des lois en France qui encouragent ou qui promeuvent l'utilisation du logiciel libre dans le secteur public? La réponse est oui. La loi existe, c'est la loi Le Maire de 2016 qui dit que le secteur public doit encourager l'utilisation du logiciel libre et des standards ouverts dans l'administration. Article 16 de la loi République numérique promulguée en 2016. La pratique, c'est que personne au sein, ou très peu de gens, alors après il y a peut-être des gens, il y a sûrement des gens, on a pu le voir au sein du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, mais il n'y a pas d'entité qui au sein de l'administration disent ouais, c'est notre job, nous on va faire la promotion du logiciel libre.
Le deuxième point, c'est que n'importe quel DSI de n'importe quel ministère, n'importe quelle préfecture, bon, n'importe quelle organisation qui dépend du gouvernement ou des collectivités territoriales, il peut toujours dire « ouais, bon, ok, on a fait la promotion, maintenant on a fait la promotion, on va aller sur telle ou telle solution propriétaire qui nous paraît avoir tel ou tel intérêt ou présenter, comme on l'a vu tout à l'heure, moins de risques pour ma carrière. » Voilà. Donc la France est bien notée, mais avec quand même des limites, et notamment une limite sur le fait que cette loi n'est pas appliquée de manière... Et déjà, elle n'est pas très contraignante, et ensuite, comme il n'y a pas de contrainte, bon, elle est relativement, ou très relativement peu appliquée. Alors, on est bien noté dans le domaine des compétences. Bon, il est clair qu'au sein de l'administration, il y a des gens qui sont compétents sur les technologies du logiciel libre, et ben c'est là-dessus qu'il faut jouer, hein. Maintenant, ce qui va manquer, encore une fois, c'est plus un encouragement politique, et je reviendrai dans quelques instants, il faut y aller plus fort. Alors, la deuxième partie du tableau, le bas du tableau, c'est sur la dimension secteur privé. Et là, on voit que la France n'est plus du tout en tête. Il y a des pays, notamment la Corée du Sud, qui sont beaucoup plus avancés en termes de soutien au secteur privé, qui ont mis en place des organisations, des espèces de clusters, ou des sortes de pôles de compétitivité qui sont 100% dédiés au logiciel libre et qui fournissent à tout un écosystème d'entreprises, donc 300 entreprises en Corée du Sud qui font partie de ce cluster, avec un soutien très fort, un soutien financier très fort de l'État. On pourrait encore dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a cet équivalent avec Naos, on a un soutien de la région, on a une centaine d'entreprises qui en sont membres, mais on est juste au niveau d'une région et on n'a pas du tout cet aspect-là au niveau national. Voilà. Alors, slide suivant. Donc là, on en vient au cœur du sujet, la souveraineté numérique, et c'est les résultats de notre enquête. Notre enquête montre que l'écosystème que nous représentons, on y croit à fond. 90% des chefs d'entreprise interrogés estiment que la souveraineté numérique est un sujet majeur. Et on croit aussi à fond que le logiciel libre est un atout majeur par ses principes pour préserver la souveraineté numérique. Mais le constat aussi, c'est que très largement, 60% des chefs d'entreprise interrogés estiment que les administrations ne font pas assez pour encourager le logiciel libre. Alors, il y avait quelques priorités qui ont été évoquées et qui ont eu des notes plutôt... Enfin, les priorités qui ont été les mieux notées par les personnes interrogées lors de l'étude, c'est le fait d'encourager l'utilisation des solutions open source, de préférence d'origine locale, donc locale, soit régionale, soit nationale, soit européenne, dans l'achat public. C'est d'avoir une politique industrielle de soutien à la filière. C'est de favoriser les PME. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a déjà 2 fois cette dichotomie PME, grand groupe, et le fait que l'innovation dans ces domaines vient quand même prioritairement des PME. Et puis des questions de compétences, avec des besoins de formation qui sont remontés très régulièrement par les dirigeants d'entreprise ou les responsables RH qui ont des difficultés à recruter dans notre filière. Slide suivant. Alors, la souveraineté numérique, on peut prendre plusieurs définitions. Il y avait un débat sur quelle est la bonne. Alors, nous, on a choisi de partir sur celle du SGDSN, Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. En 2018, ils ont sorti un livre blanc où ils définissent la souveraineté numérique comme une autonomie stratégique dans laquelle on n'essaye pas forcément de tout faire en interne, mais on essaye de garder une capacité de décision et d'action dans l'espace numérique. Donc, ça peut être interprété de manière plus ou moins lâche,
mais l'idée, c'est quand même de se garder la possibilité, en cas de conflit avec un autre État, en cas de problème d'approvisionnement, en cas de problème technique, eh bien, d'avoir le maximum de degrés de liberté dans le choix des fournisseurs et dans le choix des technologies. Bon, et ça implique, c'est implicite, mais ça implique qu'avec une filière locale, on aura forcément plus de degrés de liberté. Slide suivant, s'il te plaît. Alors là, la Commission européenne, donc je vous parlais d'un rapport qui est sorti cet été, ou à la rentrée. Il y a eu aussi une décision. Alors ça, une décision, c'est aussi intéressant, mais c'est différent. Une décision, c'est vraiment les commissaires européens qui ont décidé un truc. C'est pas juste quelqu'un au fond de son bureau qui a écrit un petit bout qui a mis sa signature sur un bout de papier. Donc il y a tout un document d'une 15aine de pages qui s'appelle Think Open et qui encourage les services de la Commission européenne à utiliser le maximum de logiciels libres et à faire le maximum de choses qui pourraient favoriser l'utilisation et le développement du logiciel libre. Mais sans aller jusqu'à une politique industrielle. Ça, c'est un peu un leitmotiv. Il manque la politique européenne. Le constat quand même, c'est en préliminaire de ce document que la commissaire, en citant la présidente de la Commission, Madame Ursula von der Leyen, que l'open source a un impact positif sur la souveraineté numérique. Bon, c'est des mots qui ne sont pas forcément très très forts, mais impact positif, oui, c'est quelque chose qui est pris en compte dans les politiques, dans l'établissement des politiques de la Commission. Voilà. Donc slide suivant. Alors en France, toujours sur cette idée d'encourager la filière, on a quand même trouvé des textes encourageants. Le rapport du SGDSN dont je parlais il y a quelques instants indique que le logiciel libre, qu'il y a besoin d'une stratégie industrielle si on veut vraiment arriver à cette autonomie stratégique. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec le secteur privé. Hein, on sait que le secteur public parfois a du mal en tout cas certains représentants du secteur public ont du mal à envisager la collaboration avec le secteur privé. Mais oui, il faut une véritable stratégie industrielle si on veut préserver ou augmenter notre autonomie stratégique. Alors, Madame de Montchalin, en fait, a pris, qui est la ministre de la fonction publique, elle a pris en charge le dossier. Il faut comprendre que le dossier du logiciel libre, on a compris que M. Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, c'était vraiment pas quelque chose qui l'intéressait. Ça fait 3 ans qu'il a été nommé, ça fait 3 ans qu'on essaye par différents moyens de le prendre à témoin, ou en tout cas de lui faire prendre conscience qu'il y a un sujet et qu'en plus ça serait une façon de briller, encore une fois, pour lui. Mais au final, le bébé s'est retrouvé au ministère de la fonction publique. Et donc, Madame de Montchalin nous a écrit il y a 6 mois. Alors, bon, ça, c'est une longue histoire. Il y a eu le rapport Botorel, rapport de la mission d'études parlementaires, qui est paru en fin d'année dernière, qui encourageait, qui concernait les codes sources de l'État, donc le côté logiciel libre, mais logiciel libre au sein de l'État, c'est-à-dire le logiciel libre produit par l'État plutôt que le logiciel libre consommé par l'État. C'est donc 2 aspects différents et qui contient peu d'éléments de stratégie, ou pratiquement pas d'éléments de stratégie industrielle et pas d'éléments même de stratégie d'achat de logiciels libres. Ce qui nous chagrine un petit peu. Ça n'était pas dans la mission, apparemment dans la lettre de mission qui a été donnée aux députés, donc on ne va pas lui jeter la pierre à lui. L'une des actions les plus significatives pour suite à ce rapport, ça a été la décision par le Premier ministre de créer ce qu'on appelle la mission logiciel libre, qui en fait existait déjà, mais qui avait des petits problèmes de pérennité et qui a été annoncée déjà par 2 fois, mais qui n'est toujours pas officiellement créée. Et Madame de Montchalin nous a écrit en disant que cette mission logiciel libre allait travailler avec notre écosystème. Donc de ce point de vue-là, on s'en réjouit. Donc j'arrive à la dernière partie, je crois. Vas-y.
Next. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, ça c'est mes propositions à moi, qui parfois coïncident avec certaines études, et qui, en tout cas qui coïncident certainement avec l'étude qu'on a faite au CNLL, peut-être moins avec l'étude de la Commission européenne, mais avec parfois des points de convergence. Donc 3 axes. Le fait, lorsqu'il y a des lois existantes ou des réglementations existantes, eh ben, de les mettre en œuvre, de les appliquer, ce qui n'est pas le cas en France. Et puis quand il n'y en a pas, évidemment, d'essayer de les développer. Deuxième aspect, c'est la promotion, c'est le fait de continuer à faire comprendre qu'il y a un écosystème dynamique de logiciels libres et d'éditeurs, d'intégrateurs en Europe et qu'il faut s'appuyer dessus. Et qu'il faut s'appuyer bien sûr sur les aspects communautaires, mais aussi sur les aspects business. Et puis enfin, il y a les questions d'investissement. En détaillant très rapidement en 3 slides, donc le suivant... Oui, le premier, c'est donc ces missions logicielles libres qu'on appelle en anglais les OSPO, Open Source Project Office. L'idée, c'est de créer quand même des OSPO un peu partout, dans chaque pays, éventuellement dans chaque ministère, dans chaque région. On peut dire qu'il y a un OSPO au sein du conseil régional, enfin de l'administration du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il en faudrait dans toutes les régions. Et il faut que pour ces OSPO, l'un de leurs objectifs clés, eh ben, ce soit d'encourager le travail avec le secteur privé, et notamment d'augmenter la proportion de logiciels libres qui est acheté par rapport aux logiciels propriétaires. Mais rien que pour arriver à savoir qu'on va l'augmenter, il faut être capable de le mesurer. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est capable de dire quelle est la proportion logiciel libre, logiciel propriétaire qui est acheté par les différentes administrations en France. Deuxième slide. Donc les aspects financement. Il y a des dispositifs de financement de la R&D, par exemple. Ils existent, il faut continuer à les encourager. Il faut encourager la contractualisation directe avec les PME du logiciel libre et éviter autant que possible de passer par des grands intégrateurs qui finalement sont peut-être les interlocuteurs naturels des grandes administrations et des grands groupes, mais qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée énorme sur ce type de projet. Et puis, il y a des logiciels libres qui sont des logiciels d'infrastructure et que peu de gens, que tout le monde utilise, mais que personne n'a envie de financer en direct. Et là, on peut envisager, effectivement, il faudrait envisager des mécanismes de financement, comme l'a fait la Commission il y a quelques années. Mais il faut continuer dans cette direction. Et puis, alors, je crois que c'est le dernier slide. Excusez-moi si c'est un petit peu long. C'est une question de... On est dans un marché qui est quand même déséquilibré. On a des forces en présence qui sont déséquilibrées. Nous, on est principalement des PME. On est passionnés. On organise des événements comme le Beboost ou comme d'autres. On participe, on discute, etc. Je ne vais pas dire nos adversaires, mais nos concurrents, hein, les GAFAM notamment, on sait qu'ils dépensent chacun 5 millions d'euros rien qu'en lobbying officiel à Bruxelles. C'est dans les rapports officiels du lobbying. En France, probablement autant. Voilà, on a des équipes en face de nous qui sont des professionnels qui bossent là-dessus 24 heures sur 24. On les sort par la porte, ils reviennent par la fenêtre, etc. Bon. Donc il faut nous aider, il faut promouvoir le logiciel libre. Il faut bien sûr faire plus d'éducation, il faut promouvoir le logiciel libre dans l'éducation, que ce soit dans le primaire, enfin dans le scolaire ou dans le supérieur. Il faut faire très attention à l'environnement législatif, qui peut être plus ou moins favorable. Le RGPD est un aspect qui peut encourager, par certains aspects, le logiciel libre ou le logiciel européen. Les brevets logiciels, à contrario, s'ils finissaient par être légalisés d'une façon ou d'une autre en Europe, poseraient des problèmes absolument terribles pour notre écosystème et plus généralement pour l'écosystème de l'édition logicielle en Europe. Voilà un petit peu mes trois donc, grands axes d'action proposés et je pense que maintenant, on va répondre à tes questions. Merci bien. Merci pour cette vision, j'allais dire opérationnelle, parce que je crois que c'est important effectivement de voir qu'en termes de souveraineté, il y a surtout des jeux d'acteurs, et tu as bien décrit l'influence du lobbying, hein, à la fois d'un côté
en arrivant à susciter des législations favorables, et aussi par une influence psychologique. La citation de Guillaume Poupart est absolument tragique de ce point de vue-là. Penser qu'effectivement en France et en Europe on n'est pas des développeurs de logiciels alors qu'effectivement on a des compétences relativement fortes, et là je parle aussi en tant qu'universitaire. D'ailleurs un point par rapport à ça, hein, au cours de cette intervention je ne parlerai que en tant qu'universitaire, à l'exclusion de toute autre fonction. Et donc, mais est-ce que c'est pas une question justement parce qu'on entend cette petite musique aussi en disant oui, mais l'ergonomie des solutions états-uniennes elle est meilleure. Et est-ce que finalement c'est pas à travers le prisme de l'ergonomie qu'on se dit que waouh, telle solution de transfert de fichiers elle est plus jolie et c'est pour ça qu'on va l'utiliser, elle est plus simple. Donc est-ce que finalement c'est pas à travers le biais du truc qui brille qu'on n'arrive pas à capter les gens vers des produits pour lesquels il y a eu des investissements en design beaucoup plus forts, alors que les communautés du libre sont réputées être très fortes techniquement, mais négliger ces points-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on parle de souveraineté, c'est pas forcément libre. Et donc on a du cloud souverain européen avec un niveau d'ergonomie exceptionnel. Donc je donne quelques exemples. Bon, il y a des gens qui connaissent Figma, c'est pas européen, mais il y a quelque chose qui s'appelle Sketch, ça c'est propriétaire néerlandais, ou Pen & Pot, l'équivalent en libre espagnol. Si on cherche un pass plus agréable que Heroku, on a Clever Cloud. Donc si on cherche bien, on trouve des solutions européennes vachement bien en termes d'ergonomie. Et là, je vais aller vers quelque chose de plus libre, comme eFoundation et son système pour téléphone dégooglisé, un cloud pour du partage de fichiers et de la bureautique, qui est en fait assez agréable. Donc ils ont fait un effort d'ergonomie. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils vendent quelques milliers de téléphones, je ne sais plus si c'est quelques milliers ou 10 000 par an. Et d'un autre côté, l'ANSSI fait un truc concurrent dans son coin pour plus de 100 000 téléphones pour la police française, sans aucun lien avec eFoundation. Si on était dans un pays un peu comme la Chine, qui a envie de soutenir son industrie pour qu'elle devienne autonome, on s'arrangerait pour que l'ANSSI ou l'État achète le plus cher possible des téléphones à eFoundation, parce qu'on a le droit de payer trop cher, c'est autorisé. Mais donner des subventions sans contrepartie, on n'a pas le droit. Et on aurait alors des améliorations d'ergonomie qui est déjà très bonne et qui serait encore meilleure. Donc le problème pour moi n'est pas dans l'ergonomie, il est dans l'absence de volonté de financement des acteurs existants et rien d'autre. Et c'est ce que disait Stéphane, on n'a jamais eu un secrétaire d'État qui a aussi peu soutenu le libre. L'histoire, on est numéro 1 selon une étude européenne, c'est même pas mis en avant. Donc on a un très gros problème de refus de reconnaissance de nos talents aujourd'hui. Sur l'ergonomie, la France est connue. Enfin, quand on parle de design industriel en général, il y a un nom qui vient en tête, hein, c'est Philippe Starck. Alors Fermigier, mon père, malheureusement, non, il est moins connu que Philippe Starck. Bon, voilà, c'est la star des designers. Il y a une école française de design qui est tout à fait excellente, comme la filière du cinéma. C'est une des excellences françaises. On sait que les Italiens sont très forts aussi, etc. Donc l'Europe, en design, n'a rien à demander à personne. L'ergonomie du logiciel, c'est effectivement une sous-branche du design. Et il n'y a pas de raison qu'on soit plus mauvais là encore que qui que ce soit. On pourrait peut-être citer un petit problème, c'est que le financement de l'innovation en France et en Europe, il va se faire avec des programmes qui s'appelaient le FUI à une époque, qui s'appelle maintenant le PSPC, le PSPC Région. Donc c'est des programmes de financement de la R&D. En Europe, on va avoir Horizon Europe, Horizon 2020 et Horizon Europe maintenant, qui sont là aussi des projets des programmes avec des budgets très importants de financement de l'innovation et qui intègrent très très peu cette dimension du design. Donc,
Le design arrive souvent dans ces projets, soit jamais, soit en bout de course. Il est très très rare de voir des projets qui ont un focus sur le design, l'ergonomie, hein, au sens plus, ou l'expérience utilisateur, même pour utiliser le concept le plus général. Il est très rare que ces concepts soient réellement intégrés dans les projets. Donc il y a peut-être ce problème au niveau du financement de l'innovation qui serait d'encourager plus les projets qui ont un vrai souci de l'expérience utilisateur dans les dossiers au moment où ils sont montés. Tu veux rajouter quelque chose ? Et sur le design, par exemple, on a aujourd'hui un service web qui s'appelle Polite, qui est fait par Tariq Krim, qui avant avait fait NetVibes, qui avait été, je crois, la deuxième page par défaut la plus présente dans tous les navigateurs dans le monde, qui en fait met en œuvre le RGPD et le fait de pouvoir bouger ces données d'un endroit à l'autre avec un design hyper léché. Donc on a des solutions avec un design exceptionnel. Mais effectivement, il n'existe aujourd'hui aucun marché et aucun programme qui permettrait d'aider financièrement Polite. Ça, je retiens la notion de payer plus, accepter de payer plus dans une vision stratégique. On va commencer à ouvrir, je pense. Oui, en Chine, ils sont prêts à payer 2 fois plus cher pour du produit localement. Mais vraiment, et c'est dans des proportions colossales. En Russie également, ils font ça en ce moment. Intéressant. Je garde un certain nombre de questions, en particulier sur le fait que finalement vous avez cité beaucoup de marques et on est avec une atomisation des marques et des produits face à des marques mondiales et la construction de marques mondiales et on voit l'importance des stratégies de branding. J'ai parlé du design, je pourrais parler du branding, mais on va commencer à ouvrir un petit peu peut-être les questions à la salle. J'en ai quelques-unes moi-même encore en stock. Qui souhaite ouvrir le feu? Oui, alors attendez, j'ai vu 1 et 2. On va peut-être prendre 2 questions, comme ça je me balade une fois. Merci beaucoup, Christophe Broca, Sécurité Assurance Maladie. Juste pour indiquer qu'il peut y avoir un alignement entre tous les axes que vous avez évoqués, à la fois l'aspect design, facilité d'accès, l'aspect service en ligne de référence et l'aspect souveraineté. On a un exemple en Allemagne, Nextcloud, qui est en train d'exploser. Je pense que c'est le mot. Il y a des déploiements autour de 100 000 comptes utilisateurs dans des établissements privés, dans des facultés. Et c'est peut-être un exemple. Alors, je ne sais pas quelle est votre position et quelle est votre vision, comment vous voyez Nextcloud grandir, mais c'est quelque chose qui peut être opposé à un service de partage de fichiers dans le cloud, opéré par Google, opéré par d'autres acteurs GAFA. Voilà, votre retour là-dessus. Et donc moi, je suis un utilisateur de Nextcloud puisque j'utilise un téléphone eFoundation. Et eFoundation gère 30 000 comptes aujourd'hui avec Nextcloud et est dans un projet qui va publier toutes les trucs et astuces pour permettre à quelqu'un de reproduire ce qu'ils ont fait et de reproduire également des améliorations ergonomiques. Donc, j'ai rien à dire. Voilà, ça fait son boulot, Nextcloud. C'est une des façons de montrer qu'on a un équivalent à Google Drive quand on veut. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment certaines entreprises allemandes grossissent. Donc, Nextcloud est allemand, mais vous avez par exemple OpenExchange. OpenExchange, je crois, a grossi à 200, 300 personnes plus. C'est un éditeur de logiciels libres. Il a eu des très gros marchés avec Deutsche Telekom. Moi, j'ai pas ça avec Orange. J'écris à mon camarade de Corps des Mines, directeur de l'innovation, il répond même pas. Un des principes, quand on est dans un grand corps d'État, c'est de se répondre. Il le fait pas. Donc, même dans le même corps, on ne se parle pas, on ne s'achète pas, donc on ne se soutient pas. Donc il y a quelque chose de profondément cassé en France entre ceux qui créent et ceux qui devraient financer ceux qui créent. Que fait Orange? Ils vont voir
avec Capgemini, chez Microsoft avec Bleu. Ils vont voir aux États-Unis Open RAN plutôt que Simple RAN européen. Pendant que Simple RAN, c'est de la 5G virtualisée européenne, exporte en Europe de l'Est, en Asie, ailleurs. Donc la seule chose que je veux dire c'est autour de Nextcloud, c'est qu'on voit autour de Nextcloud et de certains éditeurs allemands de logiciels libres qu'en Allemagne, il y a une certaine capacité parfois pour des grands donneurs d'ordre à acheter énormément à des petites PME. Ils n'ont pas le problème de la PME de 3 personnes. Donc j'ai vu par exemple à Stuttgart, Daimler-Benz acheter de la machine-outil sous Rust avec des systèmes d'automatique industrielle avancés sous Rust faits par une boîte de 3 personnes. Ça se fait. Et donc c'est quelque chose qui est très difficile à avoir en France. Et voilà, je pense que c'est la seule vraie différence. C'est intéressant parce que ça rejoint justement une question que j'avais, et si on avait eu Monsieur Moritz Körner, ça aurait été justement celle-ci, c'est effectivement la stratégie d'innovation allemande versus française avec le rôle des ETI et des grandes entreprises en tant que promoteurs d'écosystèmes et qu'ils ne cherchent pas justement à aspirer à détruire, mais au contraire à promouvoir en termes de résilience. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux dire quelque chose, et puis après je vais prendre la deuxième question. Si on revient sur le slide que j'avais présenté avec un peu les bonnes notes et les mauvaises, enfin le tableau d'honneur des pays, l'Allemagne, bizarrement, parce qu'on a quand même constaté dans un autre slide qu'ils étaient numéro presque 1, enfin quasi ex-aequo avec la France en termes de marché, de taille de marché. J'essaye, mais... mais en termes de politique publique, l'Allemagne, ils ont 0. Mais c'est les plus nuls de toute l'Europe. Voilà, ça y est, tu dis. C'est un truc de dingue. 0 sur je sais pas combien, mais sur beaucoup. Donc, ils ont réussi, l'Allemagne a réussi à développer un marché en ayant 0 politique publique, en tout cas interne, en termes de politique d'achat, politique de promotion interne, etc. 0, 0, 0, 0. Et c'est fait par le rapport est coécrit par un Allemand, donc on peut imaginer qu'il sait de quoi il parle. Mais finalement, il remplace la politique par la culture. Alors, soutien comment dire, politique industrielle, pas top non plus, hein, 16%. On est en dessous de la France, alors qu'on pensait que... On pourrait penser que... voilà. Donc, il y a un truc bizarre dans ces chiffres. C'est les tiens. Non, mais oui, mais ça fait pas les sommes. Quand on fait la somme, ça colle pas. Alors je sais pas. Il doit y avoir une explication. En tout cas, l'Allemagne nulle. Et pourtant, l'Allemagne numéro presque 1, numéro. Il passera d'après les projections, ils passeront numéro 1 dans 1 ou 2 ans. Donc voilà, explication à trouver ailleurs, peut-être dans des états d'esprit différents, peut-être dans des structurations de l'écosystème industriel différents, des coups de chance. Nextcloud, c'est quoi? C'est un fork de OnCloud. On sait que OnCloud, ça avait bien marché au début, puis ils ont eu des problèmes avec leurs investisseurs, et puis au final, il y a une équipe qui s'est exfiltré du projet et qui a recréé le même projet ou qui l'a forqué et qui en a fait quelque chose qui finalement est très populaire. Donc il y a des explications à la fois structurelles, mais en dehors des politiques spécifiques au logiciel libre, et peut-être aussi des choses fortuites, des événements fortuits. Francesco Papa, alors moi je suis le dirigeant de la filière Vialytics, qui est une start-up allemande à la base. Et moi j'avais une question pour revenir en fait sur l'aspect allemand. Je voulais comprendre pourquoi en fait en France vous pensez que du coup il y a moins de soutien et qu'en est la racine en fait. Parce que c'est vrai que moi je fais face aussi à dans mon développement à beaucoup de monopoles sur des positions de mon marché. Et c'est vrai qu'en Allemagne ils sont pas du tout comme ça. Et je me demandais quelles étaient les raisons en fait. Je vais répondre rapidement. Moi, donc ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à ces sujets, comme mes 3 comparses d'ailleurs. Et donc, on a connu en 98-2002 un premier engouement, tout relatif, mais on partait de rien, donc c'était déjà pas mal, d'un certain nombre d'administrations françaises, donc l'ADAE, la MTIC, l'ATICA, qui étaient des agences, des toutes petites agences de 5-10 personnes, qui étaient là pour promouvoir ce qu'on appelait l'administration électronique, ou la e-administration, et qui se sont emparés du sujet du logiciel libre, qui ont clairement compris à cette époque que le logiciel libre était un atout
pour réaliser ce qu'on n'appelait pas encore la transformation numérique de l'administration. Donc il y a eu des pionniers, Godefroy Beauvalet, comment il s'appelait son chef, Jean-Pierre Darderolles, voilà. Et ça a boosté, ça a permis au secteur de démarrer. Ça a permis à des dizaines de petites entreprises de se créer, dont la mienne à l'époque, Nuxeo, et de profiter de ces marchés, de décrocher un certain nombre de marchés en ayant un coup de pouce au sens où il y avait une aide à la promotion de nos offres de la part de cette agence. Ça s'est un petit peu retourné dans les gouvernements suivants. Bon. Après, il y a eu la période circulaire Ayrault, donc en 2012, le Jean-Marc Ayrault qui a écrit dès son arrivée à Matignon une circulaire sur les systèmes d'information en encourageant à l'utilisation du logiciel libre, mais en oubliant de parler de soutien à la filière industrielle, ce qui a ensuite posé un certain nombre de problèmes. Et puis au final, donc le gouvernement actuel, et notamment Cédrico, que ça n'intéresse pas du tout. Et donc, ce qui est encore pire aujourd'hui, c'est que non seulement notre ministre ne se félicite pas de notre avance, non seulement l'ANSSI crée des qualifications mortelles pour les gens qui fabriquent des technologies qui pourraient être utilisées, mais on a en plus la DINUM qui joue le rôle de concurrent des éditeurs européens. La DINUM, au lieu de dire qu'elle utilise par exemple Resana, elle parle du sac à dos numérique de l'agent, le SNAP. Mais si par exemple une administration voulait, je sais pas, prendre JameSpot, elle est censée aller demander la permission à la DINUM, qui par ailleurs est quasiment l'éditeur d'un produit concurrent qui ne nomme pas les composants. Donc on a au sein de l'État un machin qui est le concurrent des gens qui créent les logiciels et qui donc limite leur capacité d'accéder au marché. Oui, bonjour, Pascal Baratou. Donc, je suis un fondateur d'une société pour accompagner les dirigeants dans les transitions numériques, Innovalid, en essayant de favoriser justement l'utilisation de tout ce qui est des solutions numériques françaises, donc qui inclut bien sûr des solutions open source, mais aussi propriétaires. D'où ma question et aussi l'importance, je crois. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ces 2 jours sont autour de l'open source. Mais vous en avez parlé aussi, M. Smet, de GenSpot. Il y a des solutions propriétaires qui font aussi un gros travail dans justement la souveraineté numérique, de par leur action aussi assez forte. Et d'ailleurs, je veux juste en parler, il y a une plateforme, Solène, qui recense aujourd'hui plus de 250 sociétés françaises du numérique, propriétaire et aussi open source. Donc c'est aussi important, parce qu'il y a un gros problème de visibilité pour les DSI ou les acheteurs. Dans tout ce qu'on entend, et moi je suis l'activité open source depuis un moment, c'est ce qu'on a tous devant nous, et Monsieur Fermigier, vous l'avez aussi, c'est pourquoi on voit très peu d'offres, très peu de solutions, très peu de communication au sujet du poste de travail simple. Aujourd'hui, tous les grands promoteurs, je dirais, de l'open source ou même de la souveraineté numérique, souvent, voilà, il y a toujours des exceptions et tant mieux et ça fait plaisir. Quand on communique avec eux, souvent, ils utilisent Google Doc, où ils ont un poste sous un macOS ou Windows, alors qu'il y a effectivement aujourd'hui une solution qui s'appelle Linux, avec un ensemble de distributions et qui a s'est très fortement amélioré. Et vous parliez tout à l'heure des problématiques justement d'ergonomie. Je pense que certaines distributions Linux ont une ergonomie qui n'a rien à envier, et même mieux, je dirais, que ce qu'on trouve dans 90% des postes. Donc pourquoi ne pas plus communiquer autour de ça? Surtout que là, par rapport aux grandes sociétés, ils ne peuvent rien dire, puisque 80% des serveurs back-office tournent sur Linux. Donc mon ordinateur portable, c'est un Commons. Mon téléphone, c'est un eFoundation. Ils font partie de l'alliance Fairtech, qui réunit Fairphone et d'autres gens. Donc il y a une offre européenne complète. Je me sentirais incohérent de
de soutenir du libre et d'utiliser un Mac. C'est impossible. Pour moi, Apple, c'est le diable et rien d'autre. Je ne peux pas faire autrement. Donc, je veux être cohérent, donc je n'utilise pas de Mac. C'est quand j'avais pas compris ce que c'était le logiciel libre vers 89, et pourquoi les gens faisaient du Unix autour de moi, je les trouvais cons. Puis j'ai évolué, voilà, vous savez, il y a les gens qui commencent à droite qui vont à gauche, ceux qui vont à gauche vont à droite. Moi, j'ai commencé dans le propriétaire et je suis allé vers le libre. Et donc, j'ai un Commons, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement libre. Pareil, eFoundation, ils font de l'économie circulaire. Donc on trouve dans les boîtes européennes, que ce soit de desktop, de téléphone ou de serveur, des gens qui combinent libre et écologie. Alors je vais vous donner les exemples. Donc Commons, ce qu'ils disent, c'est on vous répare la machine, vous payez 19 € par mois et il y a un problème, on la répare. Quand elle est vraiment cassée, on la change. Et ils choisissent du matériel réparable. J'ai aussi testé leur service. Est-ce qu'on peut envoyer ce genre de machine à quelqu'un qui est nul en Linux? Donc, dans mon entreprise, tout le monde n'est pas développeur. Donc, j'ai payé le service Assistance++, où quand il y a un problème, on appelle. Bah, ça marche. Je crois, c'est au lieu de payer 19 par mois, on paye 29 par mois. Et on peut se faire résoudre les problèmes à distance. Ça marche, c'est incroyable. Elle était contente. Et après, sur les serveurs, par exemple, il y a Jean-Marie Verdun qui avait créé une société qui s'appelait Splitted Desktop, qui a ensuite été revendue à IT Renew, qui prend des services des serveurs de chez Facebook, les ramène dans une usine, les démonte, teste les composants un par un et remonte des serveurs quasi comme neufs. On va dire, presque tous nos serveurs en Europe sont comme ça issus de l'économie circulaire. Le matériel est libre. Et donc, ce genre d'offre qui combine libre, économie circulaire, poste de travail, ça se trouve beaucoup en Europe. Et voilà. Moi, je vais répondre quand même. Moi, j'ai utilisé Linux sur mon poste de travail de manière exclusive entre 1991 et 2007. Donc, c'était à l'époque où il fallait vraiment recompiler son noyau, il fallait configurer son serveur X. Je ne sais pas s'il y en a encore besoin, mais voilà. C'est l'idée de, comment dire, il y avait un engagement qui était effectivement très fort sur cette façon de communiquer, l'idée qu'on doit pouvoir utiliser du libre de manière quasi exclusive. Et je dirais, j'ai un petit peu changé d'opinion au contact de personnes qui, au cours de conversations un peu comme celle-ci, étaient plutôt sur la position de dire « Ah oui, mais vous êtes une sorte d'extrémiste, vous refusez tout lien avec le logiciel propriétaire. Vous n'avez pas le sens de ce qui se passe vraiment dans les entreprises. » Et donc, il y a eu cette idée, au final, d'essayer un peu les autres technos. Donc, effectivement, quand on est dans le libre, on peut avoir cette attitude de dire, moi, j'essaye de vivre 100%. Juste pour avoir cette expérience de ce que c'est et éventuellement des contraintes et de voir comment je peux améliorer les choses pour d'autres utilisateurs. Et il y a une autre approche qui est, je pense, aussi en partie légitime, qui est de dire allons voir comment ça se passe chez les autres. C'est-à-dire Apple est réputé pour, par exemple, ses manuels l'une des forces d'Apple, qui a été reprise depuis par d'autres éditeurs, ça a été d'avoir ce qu'ils appelaient un style guide ou un UI guide, d'avoir un gros bouquin qui explique aux développeurs d'applications un grand nombre de principes qu'il faut respecter pour faire une application qui soit Mac, qui soit dans l'esprit Apple. À quel endroit il faut mettre les menus, comment intituler les menus, quelle taille pour les boutons quand c'est pas automatiquement proposé par l'interface, etc. On a vu les autres éditeurs l'adopter, Microsoft et maintenant les éditeurs de solutions cloud, enfin de solutions web. Et il me semble que un des aspects de l'ergonomie, et c'est peut-être l'une des difficultés avec le libre, c'est qu'on a plusieurs toolkits, on a il y a des technologies qui ne sont pas aussi unifiées, et donc il faut arriver
à faire en sorte que les approches ergonomiques soient cohérentes. Hein. Ça, c'est la loi de Jacob Nielsen, qui est connue depuis 20 ans. Sur le web, mais aussi dans le domaine du logiciel, quand on ne sait pas comment faire quelque chose, ben, il faut essayer de faire au maximum comme les autres. Parce que l'utilisateur, si c'est la loi de Jacob Nielsen, c'est autre chose, c'est vos utilisateurs passent 90% de leur temps sur d'autres sites que le vôtre. Donc il ne faut pas leur imposer une façon de penser, même si elle est rationnelle, même si elle est même peut-être meilleure d'une certaine façon que celle des concurrents, il faut essayer de s'adapter aussi aux usages de l'utilisateur. D'où l'intérêt, parfois, d'utiliser un peu de logiciel. D'accord, donc en fait, finalement, on retourne sur l'importance de l'ergonomie, et donc tu plaides pour l'usage des drogues à usage récréatif. Pour mieux comprendre les dynamiques d'addiction. Moi j'avais... pardon ? Oui, Ornella Guy, excusez-moi, alors ne me jetez pas à pierre, je suis du centre open source d'Atos, donc plutôt gros acteur, mais on travaille avec plusieurs entreprises, notamment sur des marchés de support public. Moi, je connais assez bien l'Allemagne, et il y a quand même un truc qui est flagrant dans la différence entre la France et l'Allemagne, c'est le fédéralisme allemand, qui fait que les politiques industrielles sont quand même souvent menées au niveau plus des Länder, où il y a d'ailleurs on le voit aussi même dans les différences économiques, par exemple entre l'Est et l'Ouest, les difficultés des uns des autres. Il n'y a pas forcément d'ailleurs une répartition, une égalisation, enfin en partie, mais pas totalement, et du coup ça se voit beaucoup. Et au moment des élections allemandes, je sais que c'était une partie là, un peu du débat aussi. Ça se voit dans la législation du travail. Ils ont par exemple mis en place un SMIC il y a que quelques années, ça a fait polémique. Et dès que l'État fédéral veut mettre un peu trop son grain de sel, les Länder sont là aussi pour réagir. Et je sais que, par exemple, une ville comme Munich, à un moment, était assez en avance sur open source. Après, je crois qu'ils sont revenus sur Microsoft. Là, ils veulent revenir sur Linux, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau local. Et peut-être une plus grande liberté, finalement, d'action pour les acteurs locaux. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose aussi qui ferait que l'Allemagne sera à 0% là, dans le schéma de tout à l'heure, mais en même temps assez forte dans d'autres domaines, et que nous, l'inverse, en France, avec notre centralisme, ce soit peut-être plus difficile, en effet, de faire émerger des politiques industrielles, des acteurs, s'il y a une mauvaise volonté au niveau de l'État, quoi. Les régions suffisent peut-être pas chez nous. Merci beaucoup. Commentaire ? En France, les régions ont quand même une prérogative en matière de développement économique. Et encore une fois, on peut citer la région Nouvelle-Aquitaine qui a clairement une politique très volontariste sur le logiciel libre et sur le numérique ouvert et responsable. Donc, nous, notre espoir dans l'étude qu'on a réalisée avec Lancelot, c'était de faire en sorte que l'exemple de la région de Nouvelle-Aquitaine soit repris ou soit inspirant pour les autres régions. Parce que si on n'arrive pas effectivement à faire bouger le secrétariat d'État au numérique ou le ministère de l'Industrie sur ces sujets-là, on avait l'espoir, ou on a l'espoir qu'au moins au niveau régional, les choses bougent un peu. Bon, ça ne s'est pas vraiment produit. C'est vrai que la campagne des régionales a été compliquée à cause du Covid. Alors, en tout cas, il n'y a pas eu une grosse campagne. On n'a pas vraiment pu intervenir dans le débat. D'ailleurs, je crois que le résultat des élections, c'est que les sortants ont pratiquement toujours été réélus, si je me trompe pas. Donc, il n'y a pas eu de grosses... Ça n'a pas été l'occasion de faire bouger les lignes. Dans la région dans laquelle j'habite, l'Île-de-France, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on essaye de trouver un interlocuteur. Alors, on a parfois un interlocuteur, mais qui n'est pas vraiment du bon niveau et qui, au final, on voit que la politique régionale en matière de numérique, ce qu'ils ont appelé à une époque la Smart Région ou la Smart quelque chose, ne contient pas une ligne sur le logiciel libre, alors que l'Île-de-France est aussi la région phare. Hein. La région phare en termes de nombre d'entreprises, en termes de volume de chiffre d'affaires des entreprises du logiciel libre. Mais c'est clairement pas en termes d'aide de la région. Ce qui n'empêche pas les PC distribués dans les lycées en Île-de-France
d'avoir tous LibreOffice par défaut et que la présidente l'assume en le défendant. En disant qu'il faut qu'il n'y ait pas qu'un seul fournisseur et que les enfants s'habituent à des choses différentes. Elle l'a dit. Bonjour, Thierry Noisette, journaliste et blogueur chez zdnet.fr. Pour revenir sur les politiques nationales, depuis quelque temps, quand il y a des contrats qui sont annoncés réunissant des acteurs français et des acteurs américains, on note ce curieux glissement rhétorique où on ne parle plus de cloud souverain mais de cloud de confiance. Il me semble, peut-être une paranoïa professionnelle, que depuis la révélation de Snowden, la confiance est quelque chose qui peut être parfois un peu mitigé en matière informatique. Comment est-ce que vous voyez ce changement d'expression ? Alors, cloud souverain, c'est quelque chose, c'est un terme qu'on a pu entendre il y a longtemps chez, par exemple, Bernard Benamou de l'Institut de la souveraineté. Puis qu'on a entendu chez, par exemple, Tariq Krim. Mais pour moi, l'un des premiers à parler de cloud souverain, je me trompe peut-être, hein, c'est certainement pas moi. Je dirais plutôt qu'il faut aller voir du côté de Benamou et de l'Institut de la souveraineté numérique. Et on a le SIGREF avec Henri Dagrin, qui depuis plusieurs années est violemment hostile à la notion de cloud souverain, qui explique que ça n'existe pas, que la souveraineté c'est autre chose. Je crois qu'Henri Dagrin est un ancien militaire qui dirigeait des bateaux espions ou des bateaux de guerre électronique et qui a poussé par le SIGREF la notion de cloud de confiance. Et le cloud de confiance, c'est avoir chez Google et Microsoft les contrats qu'on voudrait avoir, pour simplifier. Donc en fait, le cloud de confiance, c'est le terme poussé par le SIGREF pour continuer à utiliser du cloud américain. Pour le faire dans des conditions qui ne lui créent pas de risque par rapport au RGPD. En gros, c'est le terme qui permet de continuer, c'est le mot qui permet de continuer comme avant. Et donc, on assiste à la victoire du SIGREF et des DSI qui ne veulent pas utiliser de technologies européennes et c'est ce qu'il m'avait dit, quel que soit votre prix, quels que soient vos avantages, quelles que soient les preuves que vous avez faites sur le terrain, nous on veut du cloud américain. Ah, effectivement, je suis complètement d'accord avec Jean-Paul sur cette réponse. Donc la notion de souveraineté numérique, comme je l'ai mis dans mes slides, hein, il n'y a pas forcément une définition unique. Chacun peut. Il y a plusieurs hommes et femmes politiques qui se sont intéressés au sujet. Et il y a eu d'autres institutions qui ont écrit des rapports sur ces sujets-là. Bon, moi, j'ai pris celle effectivement du SGDSN qui me paraissait plutôt celle qui convient un peu à notre réflexion. Vous avez, je crois, cet après-midi, le député Philippe Latombe qui sera présent. Donc lui, c'est l'auteur du dernier rapport parlementaire en date sur la souveraineté numérique. Donc clairement, il a beaucoup travaillé sur le sujet, 1 an d'audition. Et peut-être qu'il pourra préciser, donner des éléments sur ces questions. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, avec Jean-Paul, pendant presque 1 an, on s'est battu sur un dossier juridique qui s'appelle le Health Data Hub, donc un projet d'entrepôt des données de santé des Français qui a démarré il y a 2-3 ans et qui a choisi assez vite de passer sur les technos américaines, le cloud Azure de Microsoft. Ce qui nous a-t-il semblé de gros problèmes par rapport au RGPD. La CNIL, je crois, s'est positionnée sur ce sujet. Le Conseil d'État, suite à l'avis de la CNIL, a rendu un arrêt qui demandait au Health Data Hub de changer d'hébergeur et de passer sur un hébergeur qui donnerait toutes les garanties de conformité au RGPD dans un délai raisonnable. Alors, ils n'ont pas demandé l'arrêt immédiat du projet ou la bascule immédiate, et on le regrette, parce que ce délai, qui a été interprété comme 18 mois, bon déjà 18 mois c'est long, et puis surtout, on a compris immédiatement que, en fait,
Qu'est-ce qui allait se passer pendant ces 18 mois? Eh bien, exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que un certain nombre d'acteurs français se sont alliés à un certain nombre d'acteurs américains pour proposer des offres qui donneront l'illusion de ce cloud, enfin, qu'on appellera cloud de confiance, mais qui donneront effectivement l'illusion d'une certaine souveraineté, mais en fait qui n'en sont pas, qui ne sont pas du tout souveraines, au sens où la technologie, le contrôle de la technologie, qui reste quand même l'élément clé, hein, software is eating the world, il va rester américain, et les opérateurs français, ils seront opérateurs, ils s'occuperont des tuyaux, ils s'occuperont de l'alimentation électrique ou de la sécurité incendie, mais il n'y aura pas ou relativement peu de plus-value technologique au niveau français. Et donc pas de souveraineté, pas d'indépendance et pas d'autonomie. Bonjour, donc moi c'est Florent, donc je suis fondateur d'une plateforme d'études participatives qui s'appelle Service, donc plateforme française. Moi j'avais 2 points de clarification que j'aurais aimé voir avec vous, c'est sur l'aspect déjà du financier. Est-ce que pour vous le libre c'est forcément quelque chose qui peut être gratuit ou potentiellement à prix libre, ou alors est-ce que c'est aussi des solutions payantes? Parce que c'est vrai que le prix libre, ça permet notamment aux petits acteurs de bénéficier aussi de solutions avec de faibles moyens. Et le deuxième aspect, c'est sur l'aspect libre et ouverture. Est-ce que pour vous, il n'y a que logiciel libre, logiciel propriétaire, ou est-ce que les logiciels propriétaires qui jouent, logiciels propriétaires ou services propriétaires qui jouent le jeu de la transparence, est-ce que quelque part ils ne sont pas aussi vertueux que le logiciel libre? Alors, je peux répondre. On a des intermédiaires entre libre et propriétaire. Par exemple, le bouquin que j'avais fait paraître sur le libre en 99 avait une licence, on avait appelé ça chrono-dégradable. C'était propriétaire exclusif pour l'éditeur pendant 1 an parce que ça le rassurait pour écouler les bouquins. Puis au bout d'1 an, comme il comptait de toute façon pas en tirer plus, ça devenait en licence libre. Vous avez chez MariaDB des gens qui font du Business Source License, BSL. C'est du propriétaire avec accès au code source qui nécessite de payer des licences et qui devient du GPL au bout de 2 ans. Donc je crois que c'était GhostCrypt ou quelque chose qui faisait ça il y a longtemps. Donc ces intermédiaires peuvent peut-être avoir un sens, par exemple, dans des logiciels métiers dédiés à des petites entreprises qui payent des toutes petites sommes et on est obligé en fait de forcer les gens à payer parce que sinon ils ne payent jamais. Donc moi, on va dire, personnellement, ça ne me choque pas plus que ça d'avoir ce type de licence intermédiaire si ça permet de faire finalement au bout de 2 ou 3 ans plus de logiciels libres. Sinon, je vais aller récupérer une info spécialement sur le Health Data Hub. Donc il n'y a pas que le Conseil d'État, il y a le Parquet national financier. Et ça continue. Et on aura peut-être des surprises. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est pas seulement qu'ils ont choisi Microsoft, c'est qu'ils n'ont pas fait d'appel d'offres. Et c'est pas seulement de ne pas avoir fait d'appel d'offres, c'est de ne pas avoir fait d'appel d'offres en sachant qu'il y avait des solutions françaises, plusieurs. C'est parce que les gens dans le Health Data Hub connaissaient les gens qui avaient les solutions en France. Il y en avait en gros 3, qu'ils n'ont pas reçues. Et les gens qui avaient les solutions ont demandé à être reçus. Donc c'est un très beau dossier parce qu'on voit de l'élite française des grands corps d'État qui fait le choix de Microsoft tout en sachant qu'il existait des solutions qui marchaient plus vite et moins cher que Microsoft, mais qui s'échangent entre eux dans des groupes WhatsApp, les barbares du numérique, des messages de dénigrement contre les solutions françaises. C'est ça le syndrome du colonisé. 2, 3 petits éléments de réponse. Donc effectivement, les modèles économiques, ils sont variés. Il y en a 2 grands et après, il y a une infinité où il y a tout un spectre de sous-modèles. Donc les 2 grands, c'est effectivement
intégrateur, enfin plutôt SS2I, société de service, hein, la partie gauche sur ce diagramme, et puis à droite, on a software vendor ou éditeur logiciel en français. Mais pour chacun des modèles, on peut avoir des sous-modèles. Donc la SS2I, il y a les deux grands modèles connus, régie, forfait, bon, mais certainement des variantes. Et puis pour les modèles d'éditeurs, souscription, enfin donc abonnement, mais abonnement à quoi? En fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction du nombre de CPU, en fonction juste de l'utilisation, pas du logiciel. Il y a l'abonnement à l'usage, donc effectivement du cloud. Je fais un logiciel libre, mais quand je le rends disponible, je me comporte comme un éditeur cloud. Et puis, il y a ce qu'on appelle le freemium, donc le fait d'avoir une partie libre, et puis des verrues, si vous voulez, enfin des add-ons propriétaires qui peuvent être, disons, l'idée, c'est d'essayer de rendre le logiciel le plus attractif possible pour le maximum de gens et de faire en sorte que les entreprises qui ont le plus d'argent et surtout des besoins les plus contraignants, elles, on leur fasse payer les extensions propriétaires. Donc ça, c'est une première gradation. Et effectivement, il y a la deuxième gradation entre des licences libres et des licences non libres, mais qu'on peut considérer comme proches d'une façon ou d'une autre de l'esprit du libre. On a vu ces évolutions avec tous les débats que ça a pu engendrer avec des acteurs qui n'aiment pas, des acteurs du libre, mais qui ont vu d'un très mauvais œil l'idée que Amazon ou Google puissent prendre leur logiciel, le packager, le forquer, et puis en faire un service cloud qui n'est pas libre du tout, enfin en tout cas, et ne pas rediffuser les modifications, donc avec des forks, avec des licences qui interdisent ce genre d'utilisation, etc. Je ne sais pas si c'était votre, je ne pense pas, parce qu'il faut être dans le radar d'Amazon pour avoir ce genre de problème. Et le dernier point, c'est finalement d'oublier la notion de licence sur le logiciel, mais de penser plus en termes d'interface. C'est-à-dire, est-ce que mon logiciel est ouvert au sens où il n'utilise que des standards de communication et des formats d'échange ou des formats de fichiers quand on travaille, ou des API par exemple, qui sont 100% documentés, 100% transparentes, et dont on peut éventuellement faire un clone si le besoin s'en ressent. De manière raisonnable, parce que par exemple, Microsoft va prétendre que les spécifications de Word, enfin de la suite Office, sont 100% open. C'est vrai, il y a 3 bouquins ou 10 bouquins qui sont chacun épais comme ça, avec des trucs à se tirer les cheveux, parce que ça a été fait pendant 30 ans avec des gens qui n'avaient pas forcément envie de faire un modèle propre, justement pour empêcher les concurrents d'implémenter la même chose. Donc on a des solutions d'une complexité extrêmes qui sont aussi une barrière à l'entrée, même si en théorie c'est documenté. Et encore, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit 100% documenté. Et quand c'est documenté, les bugs sont documentés, donc il faut implémenter les bugs si on veut être compatible avec la solution d'origine. On s'approche de la fin. Je vais essayer d'être court, de faire court. Antoine Priou, alors, je suis pharmacien d'officine. Le numérique, j'ai découvert ça hyper tard. Et je reviens sur la question du Health Data Hub, parce qu'en fait, j'ai essayé de prendre la posture de lanceur d'alerte vis-à-vis de la remontée des données chez IQVIA dans le dernier cache investigation, qui a justement porté un peu le pet sur ces questions-là. Les seuls qui ont réagi, alors j'ai essayé de faire comprendre à mes confrères professionnels de santé qu'on se faisait spolier nos données depuis 40 ans. Les seuls qui ont réagi, c'est les associations de patients, France Asso Santé. Et finalement, je me pose la question, demain, pour faire la promotion du libre, est-ce que ça passerait pas par ce type d'associations qui ne sont pas forcément concernées par la question en priorité, on va dire ça comme ça, d'aller cibler des grands représentants sur des consortiums d'associations de patients, notamment vis-à-vis du Health Data Hub, parce que ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est que ceux qui produisent la donnée, qui est vraiment hautement stratégique demain, et la donnée de vie réelle, ce sont les médecins, les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, etc. Et que je représente aussi des groupes de professionnels de santé. J'administre la Fédération des maisons de santé Nouvelle-Aquitaine. Le contre-pouvoir latéral par la donnée est possible. Ce qu'il y a, c'est que ces gens-là, les petits producteurs de données, qui demain font des grandes rivières, qui demain peut-être ou pas, et je l'espère pas, iront alimenter le Health Data Hub,
finalement, le monde du libre, ils ne connaissent pas. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour le monde du libre de sortir, on va dire, du numérique pour aller vers des représentants pour qui ce n'est pas le premier prisme de lecture. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je vais laisser... Oui, réponse rapide si vous voulez, Oui, il faudra qu'on clôture. Jean-Paul va répondre peut-être plus en détail, mais le Health Data Hub, ils auraient pu se lancer sur du libre, ils auraient pu faire du libre. Moi, je leur ai écrit il y a 1 an ou il y a 6 mois pour faire une demande CADA pour voir le code source du Health Data Hub, hein, de leur appli. Ils m'ont répondu non. Ils m'ont dit oui, mais dans la loi République numérique qui dit qu'effectivement le code source d'un logiciel produit ou utilisé par une administration est un document qui doit être communiqué au public. Il y a une exception qui est l'exception dite de sécurité, et ils ont dit ah bah oui mais non, parce qu'en fait si on fait ça vous allez trouver, il y a des hackers qui vont trouver des bugs de sécurité, et du coup la plateforme elle sera complètement insécure. Bon, et donc voilà, donc la balle, enfin la faute, à mon avis, la faute fondamentale, et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé un peu dans cette bataille juridique sur un sujet qui est connexe à nos activités, mais qui n'est pas non plus notre cœur de sujet au CNLL, c'est qu'il y a vraiment une faute du gouvernement d'être parti sur des technologies cloud Azure et de s'être complètement lié à ces technologies, d'une part, et d'autre part, d'avoir fait le projet d'une manière pas du tout transparente, et en particulier de refuser de communiquer le code source. Dernière question rapide alors. Je veux dire, oui, les associations de patients, ça fonctionne pour s'opposer aux administrations centrales. C'est arrivé avec le SIDA, c'est arrivé avec beaucoup de cas. Et en fait, le sujet du Health Data Hub, ça termine dans Santé Magazine Marie-Claire. Donc c'est un sujet très particulier, la santé. C'est un des rares sujets où les gens s'énervent alors qu'ils sont ni médecins, ni pharmaciens, ni informaticiens. Donc oui, moi disons, je retiendrai comme leçon que dans le domaine de la santé, on peut compter sur les patients pour en fait s'opposer à certaines politiques publiques. Le problème, c'est que les industriels du médicament le savent et financent eux-mêmes des associations de patients. C'est ce qu'il y a par exemple dans le cancer. Et donc les associations de patients, dans la santé, c'est un outil de lobbying, et hélas, il est financé par l'industrie pharmaceutique très souvent. Donc c'est ça la limite. Très bien. Gaëtan Raoul, le journaliste au Magaïti, comment vous expliquez ce désintérêt des poupards, des hauts au sujet du libre? Et en parlant de lobbying, sur la partie Health Data Hub, il me semble que la responsable du Health Data Hub était soit une très forte partisane de Microsoft, soit a travaillé pour Microsoft. Alors, sur Poupard, moi je serais peut-être un peu moins sévère que Jean-Paul. Effectivement, il a dit une grosse connerie qui a été sur son slide tout à l'heure. Il a quand même dit du bien du livre à plusieurs reprises lors d'auditions parlementaires, etc. Donc c'est complètement noir ou blanc. Cédrico, je pense que c'est pas du tout son rayon. À ma connaissance, c'est quelqu'un qui vient plutôt de la finance. Donc lui, ce qu'il comprend, c'est les levées de fonds. Voilà, les licornes et les levées de fonds, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et il a effectivement pas fait l'effort, parce que parfois il y a des gens qui viennent d'un milieu et qui font l'effort de s'adapter, mais lui, il n'a pas du tout fait l'effort de comprendre les enjeux économiques et les enjeux sur les valeurs du logiciel libre, et en quoi ça pourrait être pertinent pour le gouvernement. Et par rapport à Madame Combe, je vais laisser Jean-Paul. Qui était chez Microsoft? Il semble que Stéphanie Combe était en tout cas très proche de Microsoft. Je vois pas comment. Je suis en train de vérifier sur LinkedIn. Oui, mais c'est pas qu'elle. Ça a été validé également quand Cédrico était conseiller à l'Élysée. Okay. Et donc, ça, je pense, pour moi, ça vient de plus haut, ça vient de l'Élysée. Mais ça, on le saura après le parquet national financier, on le saura. Le choix a été fait par l'UGAP, en tout cas. Non. C'est ce qu'elle m'a dit moi
Ah oui, mais attention, Stéphanie Combe, quand on était au Conseil d'État, on voit la juge du Conseil d'État qui dit, alors, ça commence à 1 heure, elle est impressionnante, elle a du bagou, vraiment, comment on dit déjà, enfin, on lui ferait totalement confiance. Puis là, la juge dit, bon, et alors les données de l'assurance maladie ou dans tel cas, vous avez bien fait la convention pour avoir les droits de les utiliser, vous avez fait ça, elle dit, oui, bien sûr. Bon, vous me l'envoyez d'ici lundi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça n'avait jamais été fait, jamais signé. Le gouvernement a dû prendre un décret le week-end ou au dernier moment pour pouvoir envoyer ça au juge. Elle a menti de façon directe au juge du Conseil d'État sur un sujet où c'était est-ce que telle convention était signée, oui ou non. Elle a dit oui, c'était non. Et donc ça fait que j'aurais tendance à ne pas prendre tout pour argent comptant dans ce qu'elle dit. Et par exemple, sur le sujet de l'UGAP, oui, Microsoft est référencé à l'UGAP. Mais nous, les informations qu'on a eues, c'est que la commande n'est pas passée par l'UGAP. Et donc ça, on le saura avec le parquet national financier dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et sinon, en fait, ce qui est plus intéressant, c'est que vous avez eu des gens... Donc, par exemple, TerraLab est allé dire au Health Data Hub, bon, commencez sur TerraLab, ça existe et ça vous donne 1 an pour choisir autre chose. Et comme ça, on avance vite. Évitez de perdre du temps. Au début, vous n'avez pas besoin d'autre chose que de machines virtuelles et de faire quelques calculs avec des notebooks Jupyter, ce qu'on fait, nous, depuis 2 ans. Et là, une des personnes du Health Data Hub a dit à la responsable de TerraLab, « Ah non, j'espère jamais ». Mais vraiment avec une violence, d'ailleurs c'est un de nos camarades, Stéphane, qui a dit ça, normalien, et qui vraiment c'était « j'espère jamais », une sorte d'expression de haine absolue contre le truc que TerraLab fait en France. Donc moi je pense qu'il faut aller chercher plutôt dans cette direction-là. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour développer un data hub logiciel qui existait déjà, qui aurait pu être déployé en moins de 3 mois sur une infrastructure qui existait déjà, et ils font quelque chose pour lequel il n'y a absolument pas besoin de la certification hébergement de données de santé. C'est ce qu'a confirmé le Conseil d'État. Donc il y a quelque chose de délirant dans ce dossier. Je pense que maintenant il est temps, on approche de la clôture. Je vous laisserai le mot de la fin. Alors j'avais préparé un certain nombre de questions, mais finalement comme le public était allant, c'était intéressant aussi d'écouter les retours. Mais justement, donc on a parlé, donc on est allé dans des cas très très particuliers. On peut remonter, et là aussi ça aurait été intéressant d'avoir un regard européen de Moritz Corner. Mais la Commission européenne a un certain nombre de projets justement sur la régulation des acteurs de la donnée. On parle du Digital Services Act, du Digital Markets Act. Finalement, pour vous, sur les 3 ans qui viennent, comment est-ce que vous voyez un peu une matrice SWOT? Alors les forces, les faiblesses, on les a vues, les menaces, les opportunités, vous en avez parlé un petit peu, mais finir là-dessus pour dire finalement, est-ce qu'il y a une trajectoire intéressante? Comment est-ce que vous voyez j'allais dire, l'action pertinente à mener dans les 2-3 ans qui viennent sur ce sujet de la souveraineté numérique et de l'utilisation du libre comme levier dans ce cadre-là? Pour faire bref, il est clair que cette notion, ce débat sur la souveraineté numérique, il est là, il est en cours depuis 2-3 ans, ou 1 ou 2 ans. Donc, et nous, encore une fois, communauté du libre, ça nous parle, c'est des sujets, c'est très très connexe à des sujets qu'on évoque depuis 20 ou 30 ans, enfin depuis que le libre existe. Donc c'est l'opportunité de participer à un débat important, et c'est l'opportunité de faire avancer nos idées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des forces contraires qui soit ne veulent pas écouter, soit qui veulent influencer le débat pour l'emmener dans une autre direction. Par exemple, ce fameux cloud de confiance versus cloud souverain qui ne serait pas favorable à nos intérêts et qui serait favorable par contre aux intérêts des entreprises, de certaines entreprises étrangères. Le troisième point, c'est que effectivement au niveau français, on n'a pas eu cette écoute au niveau
du secrétariat d'État au numérique et ni au niveau du ministère de l'Industrie. On a eu une écoute, pour l'instant, je dirais, polie. Il y a une annonce qui devrait être faite peut-être d'ici la fin de l'année de la part du ministère de la fonction publique, mais ça n'est pas une politique industrielle. Donc il faut, on sait qu'il va y avoir des élections présidentielles et législatives dans la foulée, dans quelques mois. Ça va rebattre les cartes. Peut-être que ce sujet sera présent pendant la campagne. Et il est probable que certains partis auront des propositions en termes de souveraineté numérique, dont certaines seront peut-être plus alignées avec nos idées que d'autres. Donc ça c'est quelque chose qui va se développer. Ensuite, au niveau européen, donc il y a eu cette décision de la Commission, qui est un document important, mais qui est centré sur l'informatique interne de la Commission, enfin des institutions européennes. Donc c'est une avancée, mais ça n'est pas non plus une avancée suffisante. Toujours pas de politique industrielle. Donc moi, mon objectif au niveau du CNLL et de l'APPEL, alors l'APPEL, j'en ai pas parlé, c'est l'Association professionnelle européenne du logiciel libre. C'est une fédération des associations nationales comme le CNLL, comme l'équivalent allemand qui est l'OSBA, comme l'équivalent finlandais qui est le COSFI, les Suédois, les Portugais, peut-être bientôt les Néerlandais, peut-être bientôt les Slovaques. Bon, bientôt, on espère une dizaine d'associations nationales. Et puis, à la limite, il n'y aurait que les Français et les Allemands, ça serait déjà un poids énorme. Et donc, on essaye aussi de pousser au niveau européen sur ces sujets-là. François a évoqué les régulations européennes qui sont en cours de discussion, Digital Market Act et Digital Service Act, si je ne me trompe pas. J'avoue que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais il semble qu'il va falloir se documenter un petit peu et essayer là aussi de peser sur les différentes consultations et les différents débats qui vont avoir lieu dans le cadre de l'élaboration de ces législations, et notamment dans le cadre de la présidence française, puisque donc l'an prochain, c'est la France qui prend la présidence tournante de l'Union européenne, et ces deux éléments, donc DSA et DMA, sont apparemment à l'agenda de la présidence française, qui va vouloir faire en sorte que ça soit signé, enfin, en tout cas que ça avance. Voilà. Donc on va essayer de peser aussi sur ces sujets-là. C'est bon. Mot de la fin. Acheter du logiciel libre chez qui vous voulez. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu.